Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de Milan-San Remo. Du côté du cyclisme, le premier monument de la saison, la Classica Primavera. Du côté de Milan-San Remo, des noms mythiques comme le Poggio, la Ciprezza, le Passo del Turcino. Ce sont des montées très connues, connues par beaucoup de fans de cyclisme. Et cette course qui est pas facile à gagner, on va essayer de décrypter tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris, vos coureurs à suivre, peut-être votre grosse cote également. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme. N'hésitez pas également à mettre toutes les notifications, ça c'est ce que j'appelle le Saint Graal. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un super thanks, ça fait toujours plaisir. Ça permet vraiment de soutenir la chaîne, n'hésitez pas, et je remercie les gens qui le font, n'hésitez pas également quand vous vous abonnez à la chaîne, et même si vous n'êtes pas abonné, allez voir EPS2.0, c'est sur Spotify, il va y avoir un futur épisode, il n'est toujours pas écrit, il en attend depuis quasiment 3 semaines, mais l'idée est là, encore une fois, mais il faut que je trouve le temps de l'écrire sur Spotify. Peut-être bientôt qu'ils seront disponibles également sur d'autres plateformes. Et puis n'hésitez pas à aller voir TikTok. Peut-être qu'il y aura un débrief rapide de Milan-San Remo sur TikTok. Premier monument de la saison pour les coureurs. La difficulté de cette épreuve, c'est pas forcément le parcours. Le parcours, c'est pas le parcours le plus dur de l'année. En termes de dénivelé positif, on doit être à peut-être 2000 mètres. Je sais même pas si on fait 2000 mètres de dénivelé positif. Mais c'est surtout la longueur de la course. La longueur de la course impose plusieurs problèmes. Déjà un problème physique, 300 km, on n'est pas habitué à les faire, c'est la seule fois de l'année où on les fait. Au-delà, on sait très bien, de 220 km, il y a des coureurs qui n'apprécient pas, qui n'aiment pas physiquement, parce que on sait très bien qu'au-delà d'une certaine distance, eh bien, vous pouvez faire plus qu'une seule attaque. C'est comme si vous étiez sur une montée du Tourmalet alors que vous êtes sur du plat. Vos jambes vont être extrêmement dures, vous allez toxiner extrêmement vite également, et chaque effort sera un supplice. Du côté de cette étape, chaque faux plat va devenir un supplice. Donc c'est physique, c'est également nutritionnel. Il ne faut pas se déshydrater, on va quand même rester 7 heures sur le vélo. Il faut réussir à ne pas se déshydrater, il faut manger, mais pas trop manger non plus. Mais il faut réussir à garder de l'énergie pour la dernière heure de course. Donc il ne faut pas hésiter à s'hydrater, pas hésiter à manger, surtout que la dernière heure de course n'est pas forcément évidente pour manger et s'hydrater. Et puis au niveau concentration, au niveau psychologique, on reste 7 heures sur le vélo, donc il faut réussir à certains moments à lâcher prise dans cette course, à presque se détendre. Et c'est très difficile sur une course cyclisme, à certains moments il faut se détendre, il ne faut pas hésiter à aller à l'arrière du peloton, à discuter, à courir à parler avec d'autres coureurs. Voilà, à parler avec la voiture du directeur sportif, parce qu'on ne peut pas rester 7 heures à l'avant de la course, ça c'est clair et net. Donc voilà, il faut réussir à certains moments à faire des moments de décompression pendant la course. Moi je me souviens que l'année où Alaphilippe gagne, à 70 bornes de l'arrivée, il est dans les dernières positions du peloton en train de discuter avec son directeur sportif. Voilà. On va avoir pas mal de coureurs jusqu'à la dernière heure de course, être à l'arrière du peloton. Je dirais qu'à partir de 50 km de l'arrivée, vous ne pouvez plus le faire. Quand on approche des capis, vous pouvez plus le faire. Vraiment, il faut le faire avant le capot mêlé. Voilà, à partir de 10 km avant le capot mêlé, voilà, faut se reconcentrer sur la course. C'est une course également où la stratégie est prépondérante parce qu'au départ, 40, 50 coureurs peuvent gagner cette épreuve. C'est le monument qui est le plus ouvert parce que c'est le monument peut-être le moins dur en termes de parcours. C'est pas Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, il faut être bon sur les pavés. Il y a 50 bornes de pavés, donc c'est pas évident. Le Tour des Flandres, faut savoir passer les monts, il y a quand même des difficultés. Ça se fait à la pédale. Paris-Roubaix, il faut en plus avoir bien préparé son coup au niveau du matériel. Et puis, alors, Milan-San Remo, c'est ouvert aussi, mais bon, faut quand même être fort pour gagner Milan-San Remo, même si c'est une course qui est ouverte, faut être fort. Faut être très fort. Je parle même pas du Tour de Lombardie de Liège. Là, c'est des épreuves qui sont extrêmement compliquées. Par contre, Milan-San Remo, c'est très ouvert parce que le parcours permet à beaucoup de coureurs différents de gagner. Des punchers, des sprinters,
des sprinters punchers, pourquoi pas même des baroudeurs peuvent gagner, des bons rouleurs qui sortiraient dans le final. C'est très ouvert, Milan-San Remo. Et ce qui fait que tout le monde se regarde un petit peu, tout le monde s'épie pendant la course, notamment dans le final. Et ce qui fait que c'est le monument le plus incertain de la saison. Vous pouvez être très fort, vous pouvez être le plus fort, c'est pas forcément vous qui allez gagner. Demandez à Peter Sagan, demandez à Philippe Gilbert, parfois ils ont été très forts, pourtant ils n'ont jamais gagné cette épreuve. Alors que peut-être qu'un Cavendish était moins fait pour cette épreuve, mais qu'il l'a remporté. Arnaud Démare l'a remporté avec peut-être le podium le plus incertain. Gérald Ciolek, qui a, je pense, le vainqueur vraiment surprise, mais dans des conditions extrêmement difficiles sous la neige. Donc ce qui rend cette course intéressante, c'est que c'est le monument le plus incertain de la saison cycliste Milan-San Remo. On regarde tout de suite le parcours de Milan-San Remo. Alors quelques changements sur le parcours de Milan-San Remo cette année. L'année dernière on partait de Milan pour aller à San Remo. C'était donc 293 km. Désormais la course fait 294 cette année vu qu'on ne part pas de Milan. Alors vous ne pouvez pas le voir à l'écran parce que voilà il y a ma petite testasse. On part de Abbiategrasso, ce qui fait que sur les 30-40 km on a un parcours qui est différent. Alors c'est pas difficile, on est sur du faux plat descendant sur le début de course. Vraiment voilà, c'est une légère modification du parcours. Après le reste, ça reste classique. C'est-à-dire je crois à partir de Pavia au Ponte Flume, vous pouvez voir à l'écran. Je crois que c'est juste après Pavia, on récupère la route habituelle de Milan-San Remo. Je rappelle que Milan-San Remo, c'est à peu près 150 km pour aller choper la mer. Et ensuite, 150 km, on est le long de la mer. La cassure, la césure, on va dire, entre ces deux parties de course se fait au Passo del Turchino. Donc 294 km pour le premier monument de la saison. La course est la plus longue de l'année également, en sachant que vous avez un petit peu de départ fictif. On arrive à 300 km de course sur Milan-San Remo. Donc on part de Abbiategrasso. Début de course, donc comme je vous le disais, un petit peu changé. Et puis ensuite, on retrouve la route habituelle. C'est pas une route très fun à regarder, c'est-à-dire qu'on est sur des belles routes avec des passages dans des anciennes villes industrielles. C'est un petit peu glauque même, un petit peu glauque, c'est un petit peu tristoun le début de Milan-San Remo. Si vous pensez que vous allez voir tout de suite la mer et le soleil, non, ça c'est la deuxième partie de course. La première partie de course, c'est un petit peu comme les premiers jours de Paris-Nice, quoi. C'est pas hyper fun en termes de beauté du paysage. Là, on a pas mal d'anciennes cités industrielles, qui ne sont plus vraiment des cités industrielles, donc c'est pas vraiment hyper fun. On passe à Casteggio, à Tortona notamment, et puis au bout de 120 km, on arrive à Ovada, et en fait à Ovada c'est le début, on va dire, léger début presque du Passo del Turchino, qui est au kilomètre 144 le sommet. Là, c'est le sommet de la course, 549 mètres d'altitude, le Passo del Turchino, donc kilomètre 144. Avant, on a quand même pas mal de contreforts à partir de Ovada. Passo del Turchino, donc c'est techniquement 2,7 km selon les organisateurs de la course, mais en fait c'est un petit peu plus long. C'est un long faux plat en fait qui nous amène au Passo del Turchino. 1 km à 7,4%. 700 derniers mètres, on a notamment un passage à au-delà de 10-12%, je crois, au sommet du Passo del Turchino. C'est pas si facile que ça. L'avantage, c'est qu'on est quand même en première partie de course encore à ce moment-là, donc ça ne roule pas très vite. Faire attention au sommet du Passo del Turchino, il peut y avoir pas mal de vent avant une descente vraiment vertigineuse, jusqu'à Voltri, où on va retrouver la mer. Et à partir de Voltri, on est le long de la mer. Donc avec parfois des passages un petit peu urbains, de l'aménagement routier parfois un petit peu technique, vu qu'on est sur des villes côtières. Quelques bosses également qui ne sont pas toujours indiquées. Vous avez notamment entre Arenzano et Varazze deux petites bosses. Où vous avez quelques sommets de passage de falaise, on pourrait dire, je sais pas comment l'indiquer, mais voilà, des petites bosses qui sont vraiment très courtes. Et ensuite, on rentre dans une phase de course où il y a du soleil, il y a la mer, faut faire attention au vent, qui peut parfois être important à ce moment-là de la course.
Et puis pendant 50, presque 100 km, il va pas se passer grand-chose. Et puis en fait, à partir de 60 km de l'arrivée, vers Albenga en fait, ou Loano, et ben c'est là où la course va un peu reprendre ses droits avec les prémices des trois capis, pardon. Au pluriel c'est capi, au singulier c'est capot. L'enchaînement capot mêlé, capot de Cervo, capot Bertin, en sachant que le dernier est le plus difficile, il est à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Capot mêlé, c'est le premier. C'est pas très dur, hein, 4,4%, 5,8%, et puis ensuite c'est plat. C'est vraiment pas le plus dur, ça permet de se remettre en route. Hein. Quand vous êtes lâché au capot mêlé, vous attendez pas à revenir dans la course, c'est fini pour vous. Parfois ça peut être compliqué, c'est le changement de rythme, parce qu'on aura déjà fait 250 km, c'est-à-dire quasiment un Paris-Roubaix, et parfois le changement de rythme fait un peu mal au niveau des capots mêlés, c'est-à-dire remettre des plus petites dents, essayer de retourner les jambes, c'est parfois un petit peu compliqué pour les coureurs, les jambes commencent déjà à être très dures. On enchaîne juste après avec le capot de Cervo, lui c'est le plus facile des trois. Vraiment, on appelle ça un capot, mais c'est assez facile. Alors parfois, c'est au moment où l'échappée commence à se faire reprendre. Un passage à 4,7% pendant 500 mètres, et puis ensuite, c'est assez facile. Et puis le plus dur, c'est le capot Bertha. Le capot Bertha, c'est pas facile. 2 km, on a deux courbes, je crois, au départ. Me rappeler au capot Bertha, et puis ensuite 6,8%, 7,6, 6,9, donc c'est pas si facile que ça. Après le capot Bertha, faire attention, on a une descente qui est très rapide au niveau du capot Bertha, pas forcément très technique à part sur la fin, mais par contre ça va très vite, la descente du capot Bertha. Je crois me rappeler que c'est là où Bonifacio avait tenté de sortir une année, parce que je rappelle que Bonifacio est de la région de San Remo, donc c'est vraiment la course locale pour le coureur italien qui est passé à la totale. Ensuite, là, la course devient très très nerveuse. Tout le monde essaye de se placer dans les premières positions. Voilà, c'est un petit peu un sprint avant d'arriver à la Ciprezza. La Ciprezza, 237 mètres d'altitude, c'est au kilomètre 272, c'est-à-dire c'est à 22 km de l'arrivée. Cette montée de la Ciprezza avant-dernière, montée de la journée. La Ciprezza, c'est long, 5 km 6. C'est pas forcément très pentu. Par contre, c'est long. C'est long la Ciprezza, et pour les sprinters, c'est souvent la côte qui les élimine, les sprinters. C'est soit Capo Berta, soit la Ciprezza, parce que c'est long. Si ça roule fort, c'est pas une montée de 2 km où un sprinter de kilomètres, il est capable de, en se mettant à fond, de s'en sortir. Là, 5 km, c'est long comme effort pour un sprinter, donc faut pas se mettre dans le rouge. Et parfois, on roule très vite dans un Ciprezza. Ces dernières années, on a tendance à rouler très très vite. La course se déclenche vraiment très fort du côté de la Ciprezza. Et notamment l'année dernière, du côté de Pogacar UAE, on avait fait quand même un petit coup de vis du côté de la Ciprezza. Et puis après, on redescend encore 7-8 km avant le Poggio di San Remo. Faire attention dans ces kilomètres-là. Il y a notamment un rond-point qui est à peu près 1 km 8, 1 km 5 avant le Poggio. Et ce rond-point, souvent, Cavendish était tombé. Par exemple, c'est souvent là où on peut avoir des chutes. Et puis ensuite, le Poggio di San Remo. Poggio di San Remo, c'est 2 km 288, le sommet. C'est-à-dire que le sommet est à 6 km de l'arrivée. On est très proche dans le final. Poggio di San Remo. Alors, le profil, on pourrait croire comme ça que c'est facile. Parce que le premier kilomètre, c'est 5,7%. Deuxième kilomètre, c'est 4,5%. Sauf que dans ce premier kilomètre, dans les deux premiers kilomètres, vous avez un enchaînement d'épingles. Les épingles sont à plat. Donc, c'est-à-dire que la moyenne est, en fait, les rampes sont un peu plus importantes. Vous avez vraiment des très belles rampes dans ces deux premiers kilomètres. Je rappelle également que le Poggio di San Remo démarre par une épingle, c'est-à-dire on démarre à l'arrêt. C'est pas une montée, on va pouvoir faire les 500 premiers mètres sur l'élan. Non, là c'est pas possible. Il y a une vraie guerre de placement en plus au départ du Poggio di San Remo, et ensuite vous avez les épingles. Et Madoua, je crois, s'en souvient des épingles parce qu'il était tombé, je crois me rappeler, dans les épingles l'année dernière. Ce qui fait que si vous êtes au-delà de la 15e place, c'est très compliqué après les épingles, parce que c'est là où c'est la rampe la plus compliquée. Vous avez une rampe à 8,5, donc vous êtes à côté des serres, pour ceux qui voient un petit peu, et ensuite vous avez un virage sur la gauche, une épingle sur la gauche, et là il y a un vrai radar très costaud pendant 400 mètres, 500 mètres, où là ça monte très fort, 8,5, 9%, et ensuite vous avez le sommet quasiment plat. Par contre, faire attention, vous avez une descente pendant genre 50 mètres, et ensuite vous avez une épingle sur la gauche, et là c'est le début de la descente peut-être
la plus dure de la saison parce que tout le monde veut aller vite vu qu'on est proche de l'arrivée et c'est la descente peut-être où on prend le plus de risques. Faire attention également au caniveau, il y a un caniveau en béton. Faut surtout pas mettre sa roue dedans parce que sinon c'est mort. Vous tombez et vous prenez une grosse chute. Et on se souvient que l'année dernière, dans la descente, c'est Mohoric qui est sorti dans la descente parce que c'est très technique et que si vous êtes un bon descendeur et que vous prenez beaucoup de risques, vous pouvez faire la différence. Et notre ami Mohoric l'année dernière, il avait pris des risques dans cette descente et on se souvient qu'à un moment Pogačar est dans sa roue, sauf que Pogačar ne veut pas prendre autant de risques que Mohoric et c'est là où Pogačar perd la course l'année dernière. On rappelle également qu'on a encore 3 km et demi à peu près dans le final, qu'à 2 km 500, entre 2 km de l'arrivée et 2 km 500, il y a un bon petit faux plat où notamment j'espère Stuyven était sorti il y a 2 ans, donc c'est un endroit où on peut sortir, puis ensuite vous avez un dernier kilomètre. Dans ces 3-4 derniers kilomètres, souvent il n'y a pas d'organisation, et ce qui fait que parfois, comme Mohoric, un homme seul peut s'en sortir parce que ça se regarde, personne veut cramer une cartouche à ce moment-là de la course parce qu'on sait que si on crame une cartouche et qu'on se fait rattraper, bah on sera mort pour le sprint. Donc c'est toujours un moment assez tendu où tout le monde se regarde et où si un coureur qui part en échappée, il peut s'en sortir. La météo tout de suite, soleil, parfois quelques passages nuageux, surtout sur la première partie de course, vraiment. Dans la deuxième partie de course, une fois qu'on aura passé le Passo del Turchino, on aura plutôt du soleil. Les températures l'après-midi entre 14 et 17 degrés, bien entendu le matin il fera plus froid, départ aux alentours de 10 heures du côté de, pas de Milan mais de la commune qui est à côté de Milan, donc il faut faire attention, ne pas attraper froid sur la première heure de course, surtout qu'on peut attraper facilement froid sur Milan parce qu'on va avoir des heures de course où on va rouler à 34-35 à l'heure, où vraiment ça ne va pas rouler. Au niveau du vent, alors pour arriver à la mer, au départ, le vent est très calme. Ensuite, avant le Passo del Turchino, je dirais que les 70 km avant le Passo del Turchino, donc sur la deuxième partie de cette première partie de course, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, eh bien on aura du vent de côté, mais qui sera soit nord, soit sud. Donc c'est pour le moment du côté de la chaîne météo, on ne sait pas trop de quel sens sera le vent. Entre 25 et 40 km/h, ça par contre on connaît la vitesse. Et puis le long de la mer, le vent sera d'est, donc il sera de dos, ce qui pourrait vraiment animer la course. Et surtout il se renforce vers 15 heures. Vraiment à 15 heures, c'est là où on devra avoir le vent le plus fort, donc entre 25 et 50 km/h en rafale, ce qui va forcément créer une course de mouvement, ce qui va profondément aider les coureurs qui ne sont pas sprinteurs, ce qui ne va pas forcément aider les purs sprinteurs parce qu'on devrait monter les fameux Capo Mele, Capo Berta, la Ciprezza, tout ça devrait se monter sur un très très gros rythme, un peu moins du côté du Poggio parce que sur le Poggio le vent devrait plutôt être de côté sur cette montée du Poggio, mais Ciprezza, Capo Mele, ça devrait monter très vite avec du vent de dos, et ce qui fait que l'approche des difficultés également va être très rapide, ce qui va peut-être dynamiter énormément la course. Du côté du palmarès de cette épreuve, alors cette épreuve est ancestrale, ça tout le monde le sait, Milan-San Remo, c'est dit depuis 1907 avec la victoire de Lucien Petit-Breton devant Gustave Garrigou et Giovanni Gerbi. Eugène Christophe s'est imposé, Henri Pélissier du côté des Français. Le premier vainqueur belge c'était Cyril Van Overt, c'était en 1908. Tous les plus grands se sont imposés. Je vois Alfredo Binda. Je vois également dans les années 40 Fausto Coppi, Gino Bartali, Gino Lepieux également en 47, Louison Bobet en 51. On a également Raymond Poulidor en 61, Eddy Merckx, c'était la première grande course qu'avait remporté Eddy Merckx, c'était en 66 et 67. Tom Simpson, le regretté Tom Simpson, le premier qui est mort du dopage en 64. Eddy Merckx qui a encore gagné la course en 69, en 71, en 72, en 75, en 76. C'est la première grande course qu'il a remportée, je dirais presque la dernière grosse course qu'il a également remportée, Eddy Merckx. Roger de Vlaminck également à la fin des années 70, et puis on a Laurent Fignon en 88 et 89. On a également Laurent Jalabert en 95, Eric Zabel 97, 98, 2000, 2001. On se souvient tous de la victoire d'Alessandro Petacchi et de Filippo Pozzato qui était la dernière victoire
d'un coureur de la Quick Step avant Julien Alaphilippe. Bien entendu, parmi les Français dans les 10 dernières années, nous avons donc parmi les vainqueurs Gérald Schoelek, c'était en 2013, sous la neige, Alexander Kristoff de Gengold, Arnaud Démare bien entendu en 2016, Michal Katowski, Vincenzo Nibali, Julien Alaphilippe en 2019 qui avait déjà fait podium en 2017, podium d'Arnaud Démare en 2018 également, et puis vous avez Van Aert, Stuyven et Mohoric, ça ce sont les 3 derniers vainqueurs l'année dernière. Donc on rappelle, Matej Mohoric s'était imposé devant Anthony Turgis et Mathieu Van Der Poel. On passe désormais aux forces en présence. Du côté de cette start list, on a AG2R qui vient sans Greg Van Avermaet. C'est la première fois qu'il ne participe pas à cette course, je crois, depuis 2008. On retrouvera donc Benoît Cosnefroy et Andrea Vendrame. Du côté de l'Alpecin de Koning, bien entendu, Van Der Poel, Philipsen au départ, avec également Quinten Hermans pour les punchers. Du côté d'Astana, on part avec Cavendish, on part également avec Simone Velasco. Du côté de la Bahrain Victorious, Matej Mohoric, le vainqueur sortant, avec également Andrea Pasqualone, Caruso et Fred White. Du côté de la Bora, on part avec Sam Bennett et Van Poppel. Je trouve quand même que c'est une grosse prise de risque de miser sur Sam Bennett. On mise également sur Cesare Benedetti. Du côté de la Cofidis, Simone Consoni, Brian Cocard au départ. Du côté de F Education Easy Post, on part avec Kort Nielsen, Michael Honoré et Alberto Bettiol et Nelson Poles. Autant vous dire que c'est une équipe qu'il va falloir suivre. Du côté de la Groupama FDJ, on part avec Quentin Paché, avec Arnaud Démare et Kevin Genietz. On part également chez Ineos avec Philippe Ogana, Luc Roveux, Magnus Sheffield et Ben Swift. Du côté d'Intermarché, pour le moment, il n'y a que 2 coureurs, c'est Guillermin et Tennyson. Du côté de la Jumbo-Visma, Attila Walter-Laporte, mais surtout Van Aert et Tratnik. Du côté de la Movistar, Garcia Cortina et Gaviria. Au départ, on va voir ce que ça va donner avec également Alexa Rambourou. Du côté de la Soudal Quickstep, Julien Lafilippe, Lompard Sénéchal et Casper Asgreen, pardon. Du côté d'Arkea Samsic, pour le moment que 3 coureurs, Barguil, Louvel, Mozzato. Du côté de la Jayco Alula, on part avec Zenek Stibar, vu que Michael Matthews ne peut pas prendre le départ comme Thomas Pidcock. Thomas Pidcock, traumatisme crânien suite à sa chute sur la dernière étape de Tirreno Adriatico. On a également du côté de la DSM de Gengold au départ avec Marius Merhofer, très jeune coureur au départ de cette épreuve. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Du côté de la Trek, on a Mats Pedersen et Jasper Stuyven. Du côté du AE, on a Tim Willems, mais surtout Pogacar et je dirais également Alexandro Kovi. Du côté d'Israël, on a Daryl Impey et Seb Van Mark, qui a été très bon sur Nukere-Corse, notamment il a fini 5e. Vous avez également du côté de la Lotto Destiny Arnaud Delis avec Caleb Ewan. On va voir qui sera le leader de cette épreuve pour les coureurs de l'équipe belge. Et au Locometa avec Mattia Baïs, Francesco Gavazzi ou encore Simone Bevilacqua, pardon. La Grune Project Bardiani avec Davide Gaburu ou encore Zuccaretto ou Tonelli. Du côté de la Total, Geoffrey Soup Turgis avec également Sagan. La Tudor n'a pas encore annoncé son équipe au départ, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait Arvin de Klein. Et du côté de la Q36.5 avec pourquoi pas Simon Pello également. Du côté de la Tudor, la Q36.5, on sera avec Matteo Moschetti et Alessandro Fedeli. Du côté de mes favoris, je rappelle que j'enregistre, nous sommes vendredi, il est 11h06. Il peut donc y avoir des modifications au niveau de la liste de départ d'ici la diffusion de cette vidéo, donc ce soir sur la chaîne. Parmi mes favoris, moi j'ai mis Magnus Cort Nielsen. Je trouve qu'il est en très bonne condition physique. Sur le Tour de l'Algarve, il était impressionnant. Il a été très bon également sur les sprints massifs sur Paris-Nice. Donc je pense que c'est un coureur sur lequel il faudra compter, surtout que, encore une fois, EF a une équipe solide. Michael Honoré, vous avez également Bettiol, vous avez Poles. C'est vraiment une très très belle formation qui participe au départ de cette épreuve. Et on sait très bien que cette équipe, elle est en forme. Du côté des favoris, je mets Van Aert, même si j'ai été assez critique avec lui sur Tirreno Adriatico. Je pense quand même que Van Aert, il commence à monter un petit peu en puissance et puis il est plus en forme que Van Der Poel, me semble-t-il. Donc je mise sur Wout van Aert. Je pense que c'est un coureur sur lequel il faudra compter, surtout que là encore une fois on a une équipe solide. C'est un coureur qui a toujours été performant sur cette épreuve, surtout que c'est peut-être l'un des rares qui pourra avoir un lanceur dans le final avec Christophe Laporte. Du côté des favoris, je mets également Tadej Pogacar, le coureur slovène. On l'a vu, il est en très bonne condition finie. Sur le Col d'Aise, il a été impressionnant. Le problème de Pogacar, c'est qu'il faudra lancer la course de loin. Et il ne faudra pas qu'il ait peur également de prendre des risques dans cette descente du Poggio, contrairement à l'année dernière.
Donc c'est peut-être là où ça va peut-être poser un problème. Mais avec le vent d'eau, ça permet également de lancer la course de loin. Peut-être que lui, il va lancer la course dès les capis. Vraiment, ça serait une bonne idée de lancer la course dès les capis. Et puis Mats Pedersen. Il faut jamais sous-estimer Mats Pedersen. La règle numéro 1, le coureur de la Trek, surtout qu'ils ont 2 cartes avec Stuyven. Donc là aussi, ils peuvent un peu jouer là-dessus, sur l'ogre, un petit peu à 2 têtes, du côté de Pedersen et de la Trek. Du côté des coureurs à suivre, j'ai mis Matej Mohoric, le vainqueur sortant, qui aura en plus sa selle télescopique. Dans la descente, s'il est dans le groupe, il va refaire la même. Alors même si tout le monde s'y attend, il faudra être une tête brûlée pour le suivre, Mohoric. Est-ce que tout le monde arrivera à suivre Mohoric? Pas sûr. Je mets également Alexandre Kovi. Vous savez que c'est un coureur que j'affectionne et je me dis, tiens, si tout le monde regarde Pogacar, est-ce qu'on pourrait pas faire un leurre avec Kovi et qu'à la fin, le leurre aille jusqu'au bout et ça soit peut-être une grosse surprise du côté d'Alexandre Kovi, également une bonne pointe de vitesse pour le coureur italien. Donc ça pourrait être un coureur à suivre. Du côté des grosses cotes, moi j'ai mis, alors très grosse cote, j'ai mis Kevin Geniet. Du côté de la groupe FDJ, je le trouve très en forme depuis le début de saison. Kevin Geniet, je trouve qu'il a fait un très bon Paris-Nice. Donc pour moi, ça serait peut-être un coureur à suivre là aussi avec un groupe. Kevin Geniet, il ne sera pas forcément suivi s'il attaque. Donc peut-être qu'ensuite derrière ça se regarde dans le Poggio, s'il attaque tôt, peut-être qu'il peut aller loin. Et puis j'ai mis Davide Gaburo, dans un sprint en petit comité. Gaburo, c'est un coureur qui a une très bonne pointe de vitesse. Il faudra s'en méfier du petit Gaburo. Ça, c'est mes 2 grosses cotes de la journée. Du côté du programme télé, c'est simple. Eurosport 2 dès 9h45. Ça, c'est pour le direct de la course, mais je pense que on aura même un petit Les Rois de la Pédale, peut-être à partir de 9h, 9h15 sur Eurosport 2. Donc pendant toute la journée, l'arrivée est prévue vers 17h, entre 16h50 et 17h20, selon les horaires. Je pense que miser plutôt sur l'horaire le plus rapide. Donc voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à regarder la course avant 15h. Voilà, vraiment, si vous devez regarder la course, c'est pas avant 15h. Avant, il n'y a vraiment pas d'intérêt sur Milan-San Remo. Suivez la course sur Pro Cycling Stats ou sur le live de la chaîne L'équipe. Vous savez, les lives, pas de la chaîne L'équipe, du site L'équipe, voilà, où vous avez les informations. Mais, parce qu'ensuite, si vous regardez la course de trop tôt, vous allez peut-être un moment vous ennuyer et être moins concentré sur la fin. Or, Milan-San Remo, petit conseil, c'est une course où il se passe beaucoup de choses dans la dernière heure et demie de course, où c'est très animé, donc c'est surtout là il faut regarder, c'est surtout là il faut être concentré. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!